d'accord. Je ne sais pas. Oui, c'est bon. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier évidemment le comité d'organisation scientifique de la FRAVI donc, de m'avoir invité à faire cette lecture donc, sur les galéniques de demain. Donc, pourquoi on souhaite avoir des nouvelles galéniques aujourd'hui, pourquoi quitter la forme orale? On souhaite effectivement toujours, dans la perspective d'optimiser la prise en charge thérapeutique du VIH, d'améliorer l'observance, mais aussi d'améliorer la pharmacocinétique des antirétroviraux, dont on sait que parfois elle est insuffisante, due à une biodisponibilité souvent insuffisante, une demi-vie souvent trop courte, une variabilité interindividuelle importante due à un métabolisme hépatique marqué, et notamment également un impact de cette pharmacocinétique sur la diffusion dans les compartiments anatomiques et cellulaires qui sont les réservoirs, donc viraux, qui échappent aujourd'hui effectivement au traitement. Et puis, il y a l'arrivée de la PrEP. Donc la PrEP est tout ce qu'il y a aujourd'hui donc, à prendre en considération pour apporter une offre thérapeutique adaptée à cette nouvelle demande. Donc améliorer l'observance, ça fait longtemps qu'on travaille dessus évidemment. Donc ça a commencé tout simplement déjà par développer des combinaisons fixes, donc des trithérapies. Donc il y a eu les backbones de nuque, puis des trithérapies tout en un comprimé. Aujourd'hui on propose même donc des bithérapies en un comprimé unique dans les stratégies d'allègement. Donc récemment, donc il y a eu effectivement les études de bioéquivalence pour dolutegravir, rilpivirine, ou pour le comprimé qui intégrera pour la première fois une antiprotéase boostée, donc darunavir cobicista avec emtricitabine et TAF. Donc pour essayer effectivement d'offrir aux patients une galénique plus adaptée pour améliorer l'observance. Malheureusement, on sait que tout ça n'est pas suffisant et que malgré tout ce qu'on fait pour optimiser, faire un traitement le plus léger possible, on n'arrive pas à contourner toutes les problématiques que je vous ai présentées en amont. Donc il y a cette étude qui est intéressante, qui a été publiée en 2013 dans un autre médecine, qui a porté sur une enquête donc chez des patients VIH, 400 patients VIH, sur une enquête sur l'intérêt des nouvelles méthodes d'administration. Alors c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que quand même 73% des patients seraient prêts ou probablement prêts donc à essayer ces nouvelles méthodes injectables, et on voit que la majorité, enfin 84%, qu'ils sont d'autant plus près que la fréquence que l'intervalle de fréquence est long, c'est-à-dire qu'on voit que 84% sont intéressés par des injections mensuelles contre 61% par exemple par rapport à une fois par semaine. Malgré cela, on voit que quand même 48%, près de la moitié des patients restent quand même concernés par la problématique de la tolérance de ces formes, parce qu'effectivement, donc, quand on prend des molécules qu'on injecte une fois par mois, s'il y a un problème de tolérance, c'est vrai que ça peut être bloquant. Et 35%, un tiers, restent aussi quand même aujourd'hui concernés par l'utilisation, l'usage d'une seringue. Donc pour améliorer ce profil pharmacocinétique, la diffusion et répondre à la PrEP, c'est vrai qu'on a vu arriver ces 10 dernières années, beaucoup de développement de nouvelles formes galéniques. Donc il y a effectivement les nanosuspensions à longue durée d'action dont je vous parlerai dans un deuxième temps. Et puis pour répondre aussi à la PrEP, donc le développement donc, des formes locales avec les anneaux vaginaux, les gels vaginales, gel rectal, donc plusieurs choses qui ont été en recherche. Donc celui qui est, à mon avis, le plus avancé, qui a été le plus loin au niveau clinique, c'est l'anneau vaginal de dapivirine, donc pour lequel il y a eu des études de phase 3 qui ont été publiées en 2016, qui avaient montré une réduction de l'incidence du VIH de 31%. Donc là, ce matin, a été montré les résultats justement de l'étude ouverte qui a été présentée à la CROI récemment, qui atteint donc 54% de réduction de l'incidence du VIH. Quand on regarde un peu le détail donc, de cette étude, on s'aperçoit quand même qu'effectivement, il y avait un problème d'observance qui s'est retrouvé lié à l'âge. Donc, en catégorisant les femmes par âge, on s'est aperçu que les personnes les plus jeunes, moins de 21 ans, c'était celles qui avaient effectivement le moins souvent des concentrations optimales plasmatiques de dapivirine et qui avaient des quantités résiduelles sur les anneaux les plus importantes. Donc c'est vrai que, comme toujours, même avec ces formes locales, c'est la même problématique avec les formes orales, c'est que le problème de l'observance reste important. Donc dans la publication, ils avaient stratifié donc, la réponse par rapport à l'âge, et eux, ils ont conclu qu'effectivement, on reste quand même supérieur au placebo significatif, qu'on ait moins de 21 ans ou plus de 21 ans, soit.
Moi, j'aurais préféré qu'on compare comme ça, et on voit quand même que l'incidence de séroconversion est quand même est 2 fois plus élevée, moins de 21 ans versus 21 ans. Donc il y a quand même une problématique d'observance. Bon, elle est liée à un âge plus jeune, elle peut s'expliquer de manière sociodémographique sûrement. Mais voilà, en tous les cas, c'est vrai que cet anneau vaginal d'apivirine, a priori, reste intéressant pour le futur. Donc, montrer aussi les limites, puisqu'il y a eu cette publication à la CROI il y a un mois, donc d'un anneau vaginal de tenofovir diziproxyl fumarate, donc du TDF avec l'ancienne prodrogue. Donc, une phase 1 qui a été arrêtée. Donc, c'était un petit effectif, mais sur le bras des femmes qui ont reçu l'anneau de tenofovir, il y a eu 8 arrêts sur 12 dus à des ulcérations vaginales et cervicales importantes. Donc, on voit aussi que, c'est vrai que ces formes locales peuvent entraîner quand même des problèmes de tolérance et donc un arrêt prématuré. Alors là, plus en amont, parce que c'est du préclinique, il y avait aussi des données d'un gel rectal de tenofovir, donc toujours sous la forme TDF, donc pour essayer d'optimiser justement l'exposition et la tolérance. Donc ils ont développé 2 formulations rectales à 2 types de concentration, une concentration élevée et faible, et puis un gel hyposmolaire et isoosmolaire. Et donc on voit effectivement sur ici le graphe qu'on a au niveau systémique une concentration plasmatique de tenofovir qui reste inférieure en termes d'air sous courbe à la voie orale avec une Cmax équivalente. Donc, par contre, au niveau local, puisque c'est ça qu'on cherche, on voit que les concentrations de la forme active diphosphorylée sont nettement supérieures avec la formulation hypoosmolaire et à la plus forte dose. Donc, il n'y avait pas d'atteinte des muqueuses, il y avait des photographies, donc je les ai en microscopie, je n'ai pas montré, je ne vais pas trop les commenter, mais a priori, je leur fais confiance, qui montraient qu'il y avait une bonne tolérance locale. Et il y a eu évidemment une efficacité maximale qui a été retrouvée chez le macaque à la plus forte dose du gel hyposmolaire, donc un seul macaque sur 6 a été infecté contre 53 sur 6, donc 50% par la forme orale classique. Donc quelque chose d'être intéressant, donc développement de ces formes locales. Donc ces formes locales, elles ont l'avantage effectivement d'avoir moins d'effets systémiques, et donc effectivement dans un contexte de PrEP, on a vraiment envie d'avoir une efficacité maximale, donc effectivement pour une prévention une prévention de contamination sexuelle, dans ce cas-là, bien sûr. On voit que malgré tout, la tolérance, ce n'est pas complètement parfaite, il y a des problèmes locaux. On voit que l'efficacité reste toujours liée à l'observance et l'acceptabilité pas toujours bonne selon les populations, selon les personnes. On a vu d'autres échecs d'essais avec des formes locales de gel vaginaux, donc je n'ai pas refait toute la littérature parce que j'avais pas le temps. Et puis au niveau pharmacocinétique, il y a quand même un petit peu de recherche à faire pour essayer effectivement d'assurer une diffusion continue, efficace, d'obtenir un état d'équilibre rapidement, puisqu'on sait qu'il y a des différences notamment entre le compartiment vaginal et le compartiment rectal. Mais donc des galéniques peuvent être intéressantes. Donc maintenant, on va parler un petit peu des long-acting. Donc, juste pour vous montrer que les nanomédicaments et ARV, c'est pas tout nouveau. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a eu de la recherche sur ça. Et ça a commencé évidemment avec toutes les molécules que vous connaissez, dans le but d'augmenter la lipophilie des analogues nucléosidiques pour leur permettre effectivement de passer certaines barrières naturelles. Vous avez connu effectivement la forme à libération prolongée du DKT. C'était déjà effectivement une nanoformulation pour améliorer sa biodisponibilité. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui effectivement est difficile pour... c'est une recherche active, mais pour lesquels les résultats ne sont pas toujours évidents. Et notamment, à la CROI de cette année, on a eu une session de posters entièrement dédiée avec 9 posters dédiés effectivement à ces nouvelles formulations. Et vous voyez que globalement, ça concerne des molécules que l'on connaît. Il y avait quand même 3 posters sur le Maraviroc. Donc, 2-3 choses dont je vous parlerai après, avec aussi des propositions de combiner 3 drogues en long-acting pour une offre pour des adolescents, où il y a des problèmes d'observance assez importants, on le sait, dans cette population également. Alors, comment on peut, grâce à ces nanosuspensions, améliorer le profil ADME des médicaments ? C'est vrai qu'on peut agir essentiellement sur 3 sites possibles, la libération, l'absorption ou la distribution.
Donc effectivement, on peut améliorer la stabilité ou la solubilité ou la dissolution du principe actif de certaines molécules pour améliorer leur biodisponibilité ou au contraire prolonger la libération. Et donc ça marche avec des molécules qui vont être faiblement solubles, qui ont une demi-vie courte et qui sont faiblement absorbées. Donc là, c'est un exemple commun qui vous montre donc comment effectivement un médicament on peut nettement améliorer sa biodisponibilité en faisant une formulation donc, sous forme de nanocristaux. Vous voyez l'exposition de la drogue sous sa forme commerciale non nanoformulée, et en bleu la courbe nanoformulée. Donc au niveau des ARV, qu'est-ce qu'on retrouve? On a eu notamment cette étude l'an dernier qui a été présentée à la CROI 2017 d'une prodrogue du cabotegravir. Vous savez que le cabotegravir, c'est un antirétroviral, j'en reparlerai après, qui a été spécifiquement développé dans le cadre donc, d'une nanosuspension, donc qui est déjà nanoformulé. Et donc là, il proposait de rajouter un greffage, donc un radical tétradécanoate avant la nanoformulation pour encore améliorer effectivement cette biodisponibilité. Et on voit effectivement que quelle que soit la dose, donc avec 2 doses testées, on a une exposition qui est significativement supérieure par rapport à la nanosuspension, la forme classique, avec effectivement une diffusion également donc dans les compartiments, dans le ganglion lymphatique et la rate supérieure, donc 2 mois après les injections. Et puis il y a eu aussi des essais d'activité sur la reverse transcriptase et l'antigénie P24 qui ont montré effectivement une activité donc plus forte avec cette prodrogue nanoformulée que la nanoformulation classique. Donc présenté à la CROI de cette année dans la liste des abstracts que je vous ai montré, il y avait, je trouve assez intéressant, cette nanosuspension des nanoparticules solides donc pour le darunavir boosté. Donc là, in vitro, on voit bien, donc on a réussi à augmenter la perméabilité, donc le coefficient de perméabilité du darunavir, quel que soit le type cellulaire, jusqu'à plus de 200 fois. Et au niveau, donc l'étude in vivo chez l'animal a montré, là, vous avez donc le darunavir en formulation conventionnelle et la nanosuspension, on voit qu'on a une augmentation significative de l'exposition. Et donc l'objectif en fait, de ce travail, c'est de montrer que grâce à cette nanoformulation, on pourra aussi proposer un protocole de réduction de dose. Et donc c'est ce qui a été montré après, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont réduit la dose de 50%, parce qu'il y a des objectifs aussi avec ces nanosuspensions, aussi in fine peut-être aussi de baisser le coût, si on peut administrer des traitements à dose réduite parce qu'on améliore la biodisponibilité, après une dose de charge. Et vous voyez que l'exposition est significativement donc, supérieure par rapport à la formulation conventionnelle ou à la formulation conventionnelle à laquelle on ajoutait une dose de charge. Donc ensuite, pour améliorer ce profil ADME, on peut également jouer donc sur la distribution. Et donc là, on combine effectivement le médicament à un vecteur pour effectivement essayer de le cibler, de le diriger vers des compartiments qu'on n'arrive pas à atteindre. Et donc là, l'objectif, c'est effectivement d'essayer d'atteindre les compartiments anatomiques ou cellulaires qualifiés donc de réservoirs viraux dans l'infection. Donc, et là, effectivement, il y a eu ce travail qui a été publié dans AIDS l'an dernier, donc d'une nanosuspension de tenofovir, lopinavir, ritonavir, qui a été développée pour améliorer la diffusion dans le compartiment lymphatique, donc avec un vecteur. Et donc, si on regarde en détail, on voit effectivement ici, donc, pour pas tout lire, le détail que vous entourez, c'est les demi-vies. Donc, vous voyez, la demi-vie du lopinavir dans le plasma était de 476 heures, donc, alors que c'est 5-6 heures normalement. Donc, vous voyez, des demi-vies et de 44 heures pour le ritonavir, donc des demi-vies significativement augmentées, qui se retrouvent ici avec des ratios donc de diffusion dans les cellules mononucléées des ganglions lymphatiques par rapport au plasma, où il y a un ratio de 77 à 80 fois pour l'antiprotéase. Donc, effectivement, une exposition significativement améliorée, y compris pour le tenofovir, qui a été comparé par rapport à d'autres études. On voit alors une dose plus élevée, bien sûr, mais une concentration de la forme active intracellulaire nettement supérieure. Donc, à la CROI aussi cette année, il y a eu donc cet essai en préclinique chez l'animal donc d'un implant. Donc, les implants, il y a eu quelques données aussi. Ça fait 2-3 ans qu'on commence à avoir des posters sur les implants, mais évidemment, ça n'aboutit pas toujours. Et il y en a eu d'ailleurs avec le tenofovir déjà, mais avec l'ancienne prodrogue.
Donc là, c'était avec la nouvelle prodrogue, avec le tenofovir alafénamide, donc c'est du préclinique chez l'animal. Vous voyez un implant qui mesure à peu près 40 mm de long, hein, donc 4 cm, et qui a un diamètre de 2 à 2,5 mm. Donc évidemment, les implants, ben, ça peut être quelque chose effectivement d'assez aussi séduisant, mais bien entendu, ça nécessite quand même, donc c'est une technologie assez poussée, qui nécessite quand même un acte chirurgical pour être mis et enlevé. Donc là, les animaux ont été, donc on leur a implanté cet implant pendant 49 jours. Ensuite, on les a quand même suivis encore jusqu'à J91 et on les a sacrifiés. Donc là, ça vous montre bien. Donc l'objectif était recherché, c'était une dissolution continue et permanente avec une concentration qui est délivrée journalière qui est stable. Et on voit bien que sur l'exposition sur 91 jours ou l'exposition cumulée, on a effectivement un flux continu et régulier proportionnel de tenofovir qui est délivré. Donc en termes d'exposition, ben, c'est intéressant. On retrouve effectivement des concentrations tout à fait comparables à ce qu'on observe avec le TAF chez l'homme aujourd'hui, hein, que ce soit sur la concentration de tenofovir ici plasmatique, bon ça c'est la concentration en TAF, donc c'est pas intéressant, ou la concentration du tenofovir diphosphorylé, donc la forme active. Et puis, des études effectivement aussi dans les compartiments. Alors là, bon, des études, des données très préliminaires, hein, évidemment, il faudra confirmer, parce qu'il n'y avait que 2 animaux ici à 49 et 4 à 91, et on n'en a retrouvé que dans 1 sur 2. Donc pour l'instant, ils disent qu'effectivement, ils doivent encore travailler sur cette forme pour essayer d'améliorer, parce que là, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre ces compartiments-là, ça reste insuffisant. Une des limites aussi, c'est qu'ils ont observé qu'il y avait quand même de la diffusion de tenofovir au niveau subcutané autour de l'implant et qu'ils n'arrivent pas encore à expliquer. Donc voilà, des travaux de recherche en cours là-dessus. Alors au niveau clinique, hein, parce que tout ça c'était du préclinique, qu'est-ce qui est en développement aujourd'hui? Il y a pas mal de choses et donc principalement effectivement le cabotegravir et la rilpivirine sont les plus avancés en nanosuspension à longue durée d'action, à la fois dans le traitement et dans la PrEP, donc surtout pour le cabotegravir. Et puis il y a le nouvel analogue nucléosidique donc développé par le laboratoire Merck, le FDA, qui semble aussi intéressant. Donc je ne rentrerai pas dans le détail tout le reste. Il y a les anticorps neutralisants qui seront sûrement développés par l'orateur suivant. Donc sur le cabo et la rilpi, il y a pas mal d'études en cours, à la fois dans le traitement en combiné ou PrEP seul. Donc pour la rilpivirine, globalement, en tout cas seul dans la PrEP, c'est quelque chose qui a plutôt été abandonné. Mais pas pour le cabotegravir, on va voir. Donc le cabotegravir, je vous l'ai dit, il a été vraiment développé vraiment pour être nanoformulé, hein, donc, puisque c'est vraiment le petit frère du dolutegravir ou le grand frère, ça dépend comment on se positionne. Donc sa formule a été modifiée pour pouvoir faciliter cette nanoformulation, parce que on ne peut pas malheureusement toutes les molécules ne sont pas candidates comme ça de manière très simple à développer une nanoformulation. Donc elle a une demi-vie de 40 heures, donc par voie orale, qui passe à 40 jours en nanosuspension. Donc après, je passe vite, hein, les résultats des essais LAT, vous les connaissez tous, ils ont été publiés l'an dernier. On sait qu'effectivement, on va revenir pour la phase 3 à toutes les 4 semaines, parce que toutes les 8 semaines, on a quand même une variabilité qui montre qu'on n'a pas une exposition qui est suffisante avec un patient qui a développé des résistances. Hein. Et puis dans la PrEP, là aussi, on avait testé 12 semaines et on s'aperçoit que toutes les 12 semaines, les concentrations sont quand même beaucoup plus variables que ce qui avait été prédit par les simulations et qu'on a quand même un tiers des patients qui n'atteignent pas l'objectif de concentration requis, cible. Donc on va repasser aussi là, après d'autres simulations, à toutes les 8 semaines pour la PrEP. Ce qui corrèle parfaitement avec l'autre essai HPTN 077 qui a retrouvé les mêmes résultats, là c'était chez les hommes et chez les femmes. La même variabilité a été observée et on voit que toutes les 8 semaines, on atteint plus rapidement l'objectif, les barres en bleu chez l'homme ou en rouge chez la femme, des concentrations cibles par rapport à toutes les 12 semaines. Et là, il y avait d'ailleurs un effet sexe qui était significatif. Donc là aussi, l'objectif pour l'essai suivant, c'est de repartir à tous les 2 mois. C'est quand même déjà intéressant. Et il y a eu un essai du cabotegravir qui a été présenté à la CROI aussi dans la prévention de l'infection par voie pénienne, là aussi qui a montré des résultats très intéressants à 93%. Donc les macaques étaient challengés toutes les semaines et recevaient du cabotegravir toutes les semaines, et on voit qu'on avait une exposition qui était tout à fait optimale au niveau plasmatique, mais aussi au niveau des compartiments, hein, donc local, au niveau rectal du prépuce de l'urètre, donc une bonne diffusion dans ce compartiment-là. Donc pour terminer, juste 2 mots sur le FDA, donc qui lui aussi est un nouvel INTI à longue durée d'action,
qui a montré donc des résultats très intéressants déjà tels quels, donc avec des demi-vies intracellulaires très longues. Et donc, ils ont développé effectivement aussi des tests en formulation, hein, donc pour faire une nanosuspension à longue durée d'action injectable. Donc, 2 formulations qui ont montré après une seule injection chez le rat, donc des concentrations qui restaient efficaces jusqu'à 6 mois après. Donc en prophylaxie, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant, d'autant qu'on a montré que cette molécule diffusait aussi bien dans les compartiments, hein, donc ça c'était présenté à la CROI l'an dernier, avec des concentrations des dérivés diphosphorylés, triphosphorylés, actives après une seule injection, donc dans les compartiments. Voilà, donc celle-là je la passe, il n'y a pas trop d'intérêt. En conclusion, ben voilà, les galaniques de demain seront des galaniques adaptées aux patients, au contexte ou à l'indication, et pour essayer de trouver le meilleur traitement pour chacun d'entre eux. Merci pour votre attention.